à tous. Bienvenue à cette nouvelle webconférence Multi. Le thème d'aujourd'hui, c'est la prise en charge des douleurs squelettiques et rachidiennes chez les patients ayant une maladie de Marfan. C'est le professeur Christelle Nguyen et Romain Brouillard qui nous font le plaisir de présenter aujourd'hui. Donc, merci à vous et je vous laisse la parole. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Merci beaucoup, Julie, pour l'introduction. Et puis, merci au professeur Guillaume Jondeau de nous avoir invités à parler d'un sujet qui est important, évidemment, pour les patients et important pour l'ensemble des équipes qui s'en occupent. C'est les douleurs squelettiques et rachidiennes chez les patients ayant une maladie de Marfan. Comment on peut les prendre en charge. Donc, pour ce topo, je suis avec Romain Brouillard, qui est kinésithérapeute dans le service, et moi, je suis le professeur Christelle Nguyen et je suis médecin de médecine physique et de réadaptation et rhumatologue. Alors, pour le webinaire de ce soir, je vous propose en fait d'aborder 3 questions. Pourquoi dans cet ordre-là? Parce que en fait, quand on a commencé à travailler avec le centre de référence sur la sollicitation d'Olivier Miron et de Guillaume Jondeau, c'était assez récemment, c'était il y a 3 ou 4 ans, et c'est vraiment dans cet ordre-là qu'on s'est posé les questions pour essayer d'aider les patients à traiter les symptômes en rapport avec les atteintes squelettiques et rachidiennes. Le point, c'était de savoir quelles sont ces atteintes. Alors, il y a celles qui sont décrites dans les livres, dans les critères de classification diagnostique, et puis il y a celles qui sont importantes, et on va voir lesquelles. À partir de ce travail d'observation et aussi de description, on a pu définir avec les équipes de rééducateurs, c'est vraiment une prise en charge multidisciplinaire, mais aussi avec les patients, les priorités de la rééducation et de la réadaptation. Et puis enfin, il y a un concept qui est peut-être un peu moins connu en dehors du monde de la rééducation, c'est le fardeau du traitement. Le fardeau, il est lourd pour les patients, il faut se traiter par des exercices, par de l'activité physique régulière. Donc, on essaye aussi toujours de tenir compte de cet aspect dans la conception de nos propositions thérapeutiques. Alors, les généralités, je passe assez rapidement puisque vous les connaissez pour la plupart. Donc, la maladie de Marfan, elle a été décrite en 1896 par un médecin français à partir du cas d'une jeune patiente de 5 ans qui présentait déjà tous les signes musculo-squelettiques majeurs que l'on connaît. Je vais vous les décrire ensuite, mais si on peut les diviser, il y a d'une part les atteintes squelettiques extra-rachidiennes, c'est tout ce qui intéresse le squelette appendiculaire et qui est très lié en effet à l'atteinte du tissu conjonctif ou même du cartilage et des autres tissus articulaires. Et puis les atteintes rachidiennes qui, elles, sont assez intéressantes parce qu'il y a à la fois des aspects spécifiques de la maladie de Marfan et des aspects non spécifiques. Donc, comme vous le savez, c'est une affection héréditaire du tissu conjonctif la plus fréquente après l'ostéogenèse imparfaite. On estime que l'incidence est entre 2 à 3 sur 10 000, avec une prévalence de 1 à 5 000 et un sexe ratio de 1. Et les principales atteintes, celles qui mettent en tout cas en jeu le pronostic vital, c'est les atteintes cardiovasculaires. Le pronostic fonctionnel, plutôt les atteintes squelettiques, comme je vous le disais, extra-rachidiennes et rachidiennes. Et le pronostic neurosensoriel ou sensoriel, comme les atteintes oculaires. Alors, la génétique, la transmission est autosomique dominante avec 27% de mutations de novo. Très largement, ce sont les mutations dans le gène FBN1 à 66-91% des cas qui se traduit par un défaut de synthèse de la fibrilline. Donc, c'est une protéine qu'on trouve dans la matrice extracellulaire de nombreux tissus articulaires comme le cartilage, mais aussi les tendons et ligaments, ce qui explique probablement pourquoi on trouve tous les signes musculo-squelettiques majeurs et mineurs. D'autres gènes sont impliqués, notamment dans la voie du TGF, bêta, dans les récepteurs 1 et 2. Et ce qui caractérise la plupart de ces mutations, c'est qu'elles sont associées à une grande variabilité d'expression phénotypique. Et donc, chez les patients Marfan, on peut avoir en effet un phénotype musculo-squelettique rachidien ou extra-rachidien qui peut être de très mineur à majeur. Donc, les atteintes squelettiques extra-rachidiennes. Donc, je passerai
pas, enfin, on ne passera pas beaucoup de temps dessus, mais là aussi, c'est des choses qui sont bien connues. La dolichosténomélie, ça c'est 90% des patients qui ont en effet une envergure des bras supérieure, enfin avec un rapport envergure des bras sur la taille supérieure ou égale à 1,05, c'est un des critères majeurs musculosquelettiques. L'arachnodactylie, qu'on identifie très facilement d'un point de vue qualitatif en observant le patient et en pouvant trouver les signes du pouce et du poignet. Autre signe majeur, c'est la protrusion acétabulaire, grade 2 et 3. Alors, ce qui est surprenant quand on voit les patients, c'est que très souvent, comme ce sont comment dire, des atteintes anatomiques qui sont anciennes, on peut observer un enraidissement et assez peu de douleur et peu de limitations en rapport avec la protrusion acétabulaire. C'est assez fréquent, 40% des cas. Pectus excavatum et carinatum sont aussi dans les critères majeurs. Et par contre, l'hypermobilité articulaire n'est pas dans les critères majeurs, mais c'est quand même un signe fréquent. On considère que le pied plat valgus est plutôt en rapport avec cette laxité au niveau du médiotarse et également avec probablement une dysmorphie au niveau du médiotarse. D'autres signes voilà, pour lesquels on a moins accès à la rééducation, c'est la dysmorphie crânio-faciale et l'ostéopénie. Alors là, ce sont les atteintes squelettiques extra-rachidiennes et l'observation permet vraiment de les collecter et de les décrire facilement. Donc, on voit chez ces patients, en effet, des membres qui sont très longs, notamment aux membres supérieurs, ce qui explique le rapport envergure des bras sur la taille supérieure à 1,05. L'arachnodactylie, donc on visualise bien sur ces radiographies et sur lesquelles on peut voir par exemple des signes de laxité ligamentaire avec un défaut de stabilisation sur le versant ulnaire, par exemple du 5e rayon. Et les signes du pouce, voilà la longueur du pouce qui dépasse la main fermée, ou encore le signe du poignet avec le 5e et le 1er rayon qui permettent d'entourer le poignet. Alors, le pied plat valgus, comme je vous l'ai indiqué, c'est une atteinte assez fréquente qui fait partie des critères majeurs et qui est probablement liée ici à une laxité au niveau du médiotarse. Là aussi, comme la protrusion acétabulaire, c'est une déformation qui s'installe, en fait, qui est installée depuis longtemps et à laquelle les patients s'adaptent assez bien jusqu'à un certain point avant qu'elle devienne réellement symptomatique. Donc, très souvent, chez les patients qu'on rencontre à un âge jeune, 35 ou 40 ans, le pied plat valgus, c'est assez peu un problème prioritaire pour eux. C'est plutôt un peu plus tard, lorsqu'ils se décompensent avec des lésions dégénératives surajoutées, que cela peut nécessiter une prise en charge spécifique. Alors, outre les atteintes extra-rachidiennes, je passerai un petit peu plus de temps sur les atteintes rachidiennes. Alors, les atteintes rachidiennes, elles sont liées à ce qu'on pourrait appeler une dysmorphie rachidienne. Elles intéressent 2/3 des patients et il faut savoir que dans les grandes scolioses très évolutives, notamment en fin de puberté, elles conduisent environ à 10% d'indications chirurgicales. Ces atteintes rachidiennes, elles intéressent les 3 segments du rachis, cervical, dorsal et lombaire. Mais finalement, les plus symptomatiques, c'est vraiment les atteintes lombaires et dorsales. Alors, elles sont symptomatiques principalement, et c'est ce qui nous intéresse, sous la forme de douleurs de la colonne vertébrale qui sont 3 fois plus fréquentes chez les patients marfans que chez des personnes du même âge. Par contre, il n'y a pas de surreprésentation de symptômes aux membres inférieurs de type radiculalgie. Alors, un autre point que j'aimerais souligner par rapport aux atteintes rachidiennes, c'est qu'il y a les atteintes rachidiennes qu'on trouve de manière spécifique en association avec le marfan, et puis avec le vieillissement, on trouve aussi des atteintes qu'on dit non spécifiques et qu'on retrouverait
chez des patients du même âge ou un peu plus âgés d'origine dégénérative. Et c'est là tout l'enjeu pour le clinicien, le spécialiste de l'appareil locomoteur, que de faire la part des choses entre ce qui revient au Marfan, donc plutôt certaines déformations de la colonne vertébrale, l'ectasie durale qui pourrait, d'un point de vue physiopathologique, être liée à un défaut de circulation du LCR, et puis les distinguer des atteintes plus banales, dégénératives, parce que probablement que le traitement doit être adapté aussi en fonction de la cause des douleurs rachidiennes, qui ne sont pas donc les mêmes. Alors, je vous mets ici une illustration vraiment, à mon sens, des deux atteintes spécifiques les plus marquantes dans le Marfan, c'est la déformation rachidienne. On parle évidemment de la scoliose qui est un des critères majeurs, mais ce qui nous frappe quand on connaît le rachis, ce n'est pas tellement la déformation dans le plan axial qui est surprenante, c'est vraiment la déformation de profil dans le plan sagittal, et je vais vous montrer quelques exemples. Et puis l'ectasie durale, qui est cette dilatation du sac dural en arrière de la première vertèbre sacrée. Et une mesure très simple, c'est de dire que le diamètre antéro-postérieur en arrière de cette première vertèbre sacrée est plus large qu'en arrière de la quatrième vertèbre lombaire. Donc c'est vraiment l'un des marqueurs les plus simples pour diagnostiquer de manière positive l'ectasie du sac dural. Alors, comme je vous ai dit, première atteinte spécifique du rachis, la déformation rachidienne. Alors, ce qui est dans les critères, c'est la scoliose à double rayon de courbure, c'est-à-dire avec une courbure thoracique et une courbure lombaire. Ça intéresse 60% des patients. La particularité, c'est que c'est souvent des courbures sévères avec un angle de Cobb mesuré à plus de 20 degrés. Donc ici, il était mesuré à 38 degrés, mais c'est un patient adulte. Et par rapport aux scolioses dites idiopathiques, c'est-à-dire sans cause génétique ou sans autre maladie associée, l'évolutivité est beaucoup plus rapide, notamment chez l'enfant et chez l'adolescent. 19 degrés chez l'enfant, 6 degrés chez l'adolescent, ce sont des vitesses d'évolution considérables, ce qui explique probablement pourquoi le taux de chirurgie est à 10%, ce qui est plus que dans la scoliose idiopathique. Donc ça, c'est ce qui est décrit dans les critères majeurs, mais en fait, ce qui est finalement le plus marquant et quasiment le plus pathognomonique sur le plan rachidien, c'est la déformation de profil. Pour ma part, ce sont des déformations que je n'ai jamais vues, qu'on ne voit pas dans les causes idiopathiques et qui sont, quand on les voit, très évocatrices d'un syndrome ou d'une maladie génétique sous-jacente. Vous avez une illustration, alors on parle de diminution de la syphose dorsale, d'aspect de dos plat, mais en fait, en réalité, on peut à l'extrême voir une inversion des courbures avec l'apparition d'une lordose dorsale. Donc, je vous montre ici un patient que nous suivons avec Guillaume Jondeau et Olivier Miron, et vous avez cette illustration, un patient de 54 ans qui ici, au lieu d'avoir une syphose thoracique, a une lordose thoracique avec des mécanismes de compensation par une syphose cervicale et quasiment une syphose lombaire. Alors, en fait, il a des douleurs rachidiennes qui sont un peu mixtes, c'est-à-dire que sa musculature rachidienne doit travailler d'une manière tout à fait inhabituelle par rapport à un rachis qui serait normalement équilibré avec des courbures normales, mais aussi il a des lésions dégénératives qui apparaissent plutôt au niveau des disques intervertébraux, au niveau des articulaires postérieurs, parce que, évidemment, le rachis est complètement inversé avec des contraintes mécaniques tout à fait inhabituelles. Donc, vraiment, c'est un profil sagittal qui est très évocateur. En tout cas, ce n'est pas décrit dans la littérature, mais en tout cas, c'est des patients que l'on voit et ça interpelle. Deuxième atteinte rachidienne très spécifique, c'est l'ectasie du sac dural. Donc là aussi, très fréquente, 63 à 92% des patients Marfan. Ça se caractérise par un élargissement du sac dural. Pourquoi plutôt à l'étage lombosacré? L'hypothèse la plus probable, c'est qu'il y a au moment de l'orthostatisme une augmentation de la pression du liquide céphalorachidien
au niveau de l'étage lombosacré. Alors, dans la littérature, ce qu'on retrouve, c'est qu'en général, l'ectasie du sac dural est paucisymptomatique, c'est-à-dire peu responsable de symptômes en rapport avec sa présence. Néanmoins, ce qu'on relève, c'est deux types de signes, en tout cas signe positif, signe négatif. C'est l'apparition de céphalées et de lombalgie lorsque le patient se lève ou reste debout longtemps, avec comme hypothèse plutôt une hypopression au niveau céphalique et une hyperpression au niveau lombaire, et comme signe négatif, la diminution, voire la disparition assez rapide en quelques minutes des symptômes. Les déficits neurologiques sont beaucoup plus rares. Là, vous avez un exemple d'ectasie du sac dural au niveau sacré avec vraiment une érosion de la paroi antérieure du sacrum qui peut, à l'extrême, conduire à l'apparition d'un méningocèle antérieur. Alors, le diagnostic, je vous montre les critères les plus simples qui nous permettent d'authentifier la présence d'une ectasie durale. Ce sont des critères qui reposent sur l'imagerie en coupe, soit IRM, soit scanner, qui ont été décrits par Anne en 2000. Et en fait, un seul critère majeur suffit à poser le diagnostic. Et celui que nous avons utilisé dans une étude que je vais vous montrer, c'est la présence d'un diamètre antéro-postérieur en S1 plus large qu'en L4. Évidemment, lorsqu'il y a un méningocèle antérieur, c'est aussi un critère majeur. Là, c'est une jeune patiente de 27 ans que nous suivons en commun avec le CRMR de Bichat, qui avait des lombalgies qui se sont amendées, mais au prix, je dirais, de l'apparition et de la progression d'un méningocèle antérieur. Vous le voyez, le sac dural, et c'est un peu une règle, le mou l'emporte toujours sur le dur, le sac dural peut littéralement s'extérioriser dans la cavité abdominale lorsqu'il y a une rupture de la paroi antérieure du sacrum. Après, il y a des critères mineurs, mais qui ne sont pas très spécifiques là du Marfan. Alors, bien sûr, quand on voit de telles images et qu'on lit la littérature, on imagine mal que ce soit vraiment paucisymptomatique. Et en réalité, la présence de telles anomalies n'est pas si paucisymptomatique que cela. C'est un premier travail que nous avons mené en commun avec le CMRR de Bichat sur 76 patients pour le moment, tous FBN1+, un âge moyen de 40 ans. Vous voyez des patients qui ont évidemment une atteinte vasculaire sévère avec près de 60% de patients qui avaient une chirurgie aortique, 8% une chirurgie rachidienne. Et les critères que je vous ai montrés nous ont permis de comparer ceux qui avaient une ectasie du sac dural de ceux qui n'en avaient pas. Alors, leur point commun, c'est que ectasie durale ou pas ectasie durale, près de 9 patients sur 10 se plaignent de douleurs du rachis. Quand on dit douleur du rachis, c'est sur l'un des 3 segments, cervical, thoracique ou lombaire, mais avec une nette prévalence quand même des lombalgies. Ces lombalgies, que l'on ait l'ectasie durale ou pas, elles augmentent dans 80% des cas quand le patient se met debout. Et par contre, ce qui nous permet de distinguer les patients qui ont une ectasie durale de ceux qui n'en ont pas, ça confirme un peu l'intuition que l'on avait, c'est que les céphalées sont plus fréquentes à l'orthostatisme quand on a une ectasie durale que quand on n'en a pas. Et il y a aussi des lombalgies plus souvent impulsives lorsqu'on a une ectasie durale que lorsque l'on n'en a pas. Donc ça, ce sont, à notre avis, alors même si ce n'est pas statistiquement significatif, mais l'effectif était très petit, ce sont des indicateurs chez un patient Marfan que peut-être, en effet, il peut avoir une ectasie durale associée. Alors, autre marqueur intéressant, c'est un score ici de limitation dans les activités de la vie quotidienne. Alors, il y a une tendance numérique, là non plus, ce n'est pas statistiquement significatif, mais les scores de limitation dans les activités du quotidien est plus élevé chez les patients qui ont une ectasie du sac dural que chez ceux qui n'en ont pas. Donc, c'est un travail qui nous semble intéressant parce qu'on arrive par des
critères cliniques assez simples à identifier parmi les patients qui ont mal au dos, ceux pour qui peut-être ces symptômes sont en rapport avec l'ectasie du sac dural. Alors, évidemment, une fois qu'on a fait le tour des atteintes squelettiques et rachidiennes, on réfléchit à comment on peut aider les patients à réduire les symptômes. Donc, c'est largement repris dans le PNDS de 2018. Vous le voyez, pour la prise en charge musculo-squelettique, il y a 2 paragraphes, un chez l'enfant, où en effet, l'activité physique est recommandée, en particulier pour limiter la déminéralisation osseuse, mais aussi pour l'adulte, les douleurs symptomatiques de troubles posturaux sont prises en charge par la prescription dentalgique et surtout par la rééducation en citant une approche pluridisciplinaire associant kinésithérapie, psychomotricité, ergothérapie, avec comme objectif, et c'est intéressant, de prévenir en fait les conséquences fonctionnelles. Donc, sous-entendu, la rééducation a toute sa place précocement dès le diagnostic du Marfan à visée de prévention secondaire et tertiaire des conséquences fonctionnelles. Alors, qu'est-ce qu'on entend par rééducation? Là aussi, le PNDS nous donne quelques indications. Le médecin de médecine physique et de réadaptation a bien entendu un rôle, de même que les centres de rééducation, par la présence évidemment de professionnels de la rééducation, mais aussi d'autres professionnels de l'activité physique. Et on associe à cette prise en charge rééducative également les dispositifs médicaux de type orthèse, corset. Alors, il y a assez peu d'éléments dans la littérature, mais ce qui est certain, c'est que en fonction des déformations, en fonction des hyperlaxités, qu'elles soient au niveau des membres supérieurs ou membres inférieurs, on peut appareiller les patients par des orthèses. Alors, là, c'était un peu les acteurs de la rééducation. Maintenant, pour proposer une rééducation adaptée, on ne peut pas proposer juste des programmes standardisés. Il faut pouvoir personnaliser ces programmes. Et l'apport des patients pour mieux comprendre leurs priorités est vraiment très important. Donc, outre la description clinique, il faut maintenant comprendre quels sont les symptômes prioritaires des patients, et le projet Compare, auquel la filière participe, évidemment, est un projet important puisque c'est une communauté de patients pour la recherche où les patients remplissent à intervalles de temps réguliers des questionnaires sur leurs symptômes, les limitations qu'ils ont dans leur quotidien ou les difficultés qu'ils peuvent rencontrer dans leur vie sociale. Donc, à ce jour, en tout cas dans cette première étude qui a été publiée dans la newsletter Compare Marfan, 167 patients avaient répondu à un questionnaire sur leurs symptômes prioritaires. 90% des patients avaient déclaré une mutation FBN1, des patients jeunes, 42 ans, là aussi sévère, 50% de chirurgie aortique, et de manière très dominante, les symptômes prioritaires, c'est les douleurs, 33%, un tiers des patients déclarent comme priorité la douleur, et quasiment autant la fatigue. Donc, quand on analyse ces résultats, on comprend bien que l'approche médicamenteuse seule ne va pas suffire et qu'il faut une approche physique associant rééducation et activité physique, puisque ce sont des traitements qui vont cibler de manière plus spécifique les douleurs et la fatigue. Alors, il y a d'autres symptômes importants, dyspnée, palpitations, troubles visuels, et seulement 8% des patients ne déclarent aucun symptôme prioritaire. Donc, voilà, ça c'est la carte de France qui montre que c'est vraiment un recrutement sur l'ensemble de la France. Un autre élément, c'est quelles sont les priorités dans le quotidien. Donc, les priorités dans le quotidien, elles sont très liées également à
à l'atteinte musculo-squelettique et aux difficultés à la mobilité. 184 patients qui ont répondu à cette enquête et ils placent parmi les priorités du quotidien les activités physiques, de loisirs, le travail, la scolarité, le choix et l'entretien de l'habitation, les déplacements et tout ce qui est courses, préparation, repas pour l'alimentation. Donc, on en tient compte aussi dans les programmes de réadaptation afin de mieux cibler les objectifs avec les patients. Donc, les moyens de la rééducation, c'est principalement des équipes pluriprofessionnelles. À Cochin, on est une trentaine de soignants. Il y a des professionnels de santé, médecins, kinés, ergo, podologues, orthoprothésistes, infirmières, aides-soignants, mais aussi d'autres professionnels qui sont importants pour accompagner le patient en dehors de l'hôpital, les enseignants en activité physique adaptée, psychologues, travailleurs sociaux. Et souvent, pour mettre en place le programme personnalisé, nous avons une phase supervisée à l'hôpital ou bien avec un kinésithérapeute libéral et une phase non supervisée qui est très importante puisque c'est celle qui va permettre aux patients de modifier ses comportements sur le long cours et qui repose sur la pratique d'exercice et d'activité physique à domicile. Donc, les 4 ingrédients élémentaires qu'on met, qu'on doit associer dans ces programmes d'éducation et de rééducation à visée musculo-squelettique, ils sont assez communs à l'ensemble des pathologies de l'appareil locomoteur. C'est le travail des mobilités, de la force musculaire, l'amélioration des capacités aérobie en endurance des patients, parce qu'ils sont aussi des malades chroniques, et puis l'acquisition d'un autoprogramme d'exercice et d'activité physique à réaliser de manière autonome, avec bien entendu l'appui de l'éducation pour pouvoir ensuite franchir le pas. Alors, bonsoir à tous. Je me présente, Romain Brouillard, kinésithérapeute dans le service de rééducation de l'appareil locomoteur de l'hôpital Cochin. Merci à vous pour cette présentation. Nous permet de présenter la rééducation la place de rééducation dans le syndrome de Marfan. Donc, on va montrer quelques exemples et puis les grandes lignes de la rééducation, notamment au niveau du rachis, en grande partie. Donc, quels sont les grands principes de la rééducation et de l'activité physique pour ce syndrome? Ce sera vraiment une rééducation sur du long cours, donc avec beaucoup d'éducation, d'autoprogrammes qu'on vient de dire jusqu'à présent, donc de manière assez régulière, le plus souvent possible, pour que le patient puisse garder une qualité de vie suffisamment adéquate. Donc, le but sera vraiment d'intégrer une routine quotidienne d'exercice, si possible à la fois exercice de rééducation, notamment d'activités de loisirs, pour combiner à la fois un petit peu le fardeau de la rééducation, tout en faisant ces activités physiques de loisirs, permettant de continuer à progresser et de rester motivé. Et le plus important, c'est de viser un changement dans le fonctionnement et des personnes qui va forcément devoir s'adapter, accepter sa maladie et modifier son mode de vie pour adapter sa vie à sa maladie actuelle, tout en diminuant au maximum le handicap. Donc là, on va voir un petit peu, grâce à l'interview de nos patientes qu'on a suivies au sein des services, laquelle a pu être l'apport de la rééducation supervisée. Je vous laisse découvrir ça. Rééducation supervisée a pu vous apporter? Mais en tout cas, la rééducation que j'ai faite avec les kinés, ça m'a permis de m'expliquer ce programme que je fais toute seule, en fait, aujourd'hui. Entre-temps, je l'ai modifié, en fait. Donc là, en fait, c'est une patiente qui a été suivie donc un enfant et qui a des grosses douleurs lombaires, notamment avec une ectasie du sac dural. Cette patiente-là est une patiente qui actuellement est très kinésiophobe, donc on a pu apprendre des exercices de rééducation, des exercices notamment pour stabiliser son rachis, entre autres, d'aider un petit peu à une meilleure endurance, une meilleure force. Donc là, par la suite, on va découvrir quelques exercices. Donc là, le premier exercice qu'on a pu faire avec elle, c'est un exercice notamment de l'étirement de la chaîne postérieure de la jambe, qui va permettre également de mobiliser un petit peu le nerf sciatique, ainsi que toute la moelle épinière pour jouer un petit peu justement sur la moelle épinière du rachis et soulager ces douleurs qui peuvent éventuellement des fois irradier dans les jambes et l'aider un petit peu à détendre globalement la partie lombaire et la partie postérieure de son membre inférieur et de son dos. Donc là, l'exercice, on demande simplement à la patiente de venir tendre la jambe vers elle
avec une sangle, si possible, où à ce niveau-là, on aura quand même besoin de garder le genou légèrement plié pour ne pas jouer sur l'hyperextension au niveau du genou, car c'est souvent un des symptômes d'hyperactivité du marfan. Le bénéfice de cet exercice-là, c'est aussi également de travailler le rachis postérieur au niveau des ceintures scapulaires. Donc c'est un exemple d'exercice, on va voir 8 exemples, dans le but de stabiliser notamment le rachis lombaire ou notamment les ceintures. Pour le prochain exercice, on va faire un exercice de pont fessier qui va se travailler à la fois les membres inférieurs. Donc là, on va venir travailler justement le pont fessier avec un élastique autour des genoux pour engager encore plus les muscles fessiers, l'antifessier, que ce soit moins fessier, piriforme, pour avoir une meilleure stabilité au niveau du bassin, avec un travail des membres inférieurs du rachis. Donc là, aujourd'hui, on le fait en statique. On peut très bien le faire aussi en dynamique, en montant, en descendant les fesses, pour engager un travail de gainage au niveau du dos, des membres inférieurs, afin de lui permettre d'avoir un meilleur maintien au quotidien de ses capacités au niveau du rachis. Donc, on va le voir notamment en dynamique à la fin, voilà, où elle monte, elle descend, pour travailler son dos, ses fessiers, ainsi que la ceinture scapulaire en étant en appui. Dans le prochain exercice, on va faire un exercice de co-contraction des abdominaux et des muscles du psoas. On demande à la patiente de venir pousser contre sa cuisse pour engager abdominaux, périnée et le psoas de la jambe droite. Et avec la jambe opposée, on va demander à la patiente de venir faire des allers-retours pour offrir des déstabilisations. Le but, c'est qu'elle ait un gainage statique au niveau du rachis, mais avec des déstabilisations dynamiques, notamment au niveau des membres inférieurs, pour se rapprocher le plus possible des situations écologiques du quotidien où le patient doit être gainé lors de ses mouvements pour justement ne plus avoir mal au quotidien, avoir un rachis suffisamment stable, mobile, avec le moins de douleur possible. Je me permets juste un commentaire. C'est vrai qu'on imagine qu'il faut faire des abdominaux quand on a mal au dos, mais en fait, il faut renforcer les fléchisseurs profonds. Hein. C'est le psoas, hein. C'est pas faire des abdominaux. Psoas, ça, c'est transverse. Souvent, voilà, une fausse idée, une idée un peu reçue qu'il faut faire des abdominaux. Cet exercice en co-contraction, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on doit renforcer à la fois les muscles profonds en avant et en arrière de la colonne vertébrale, parce que les patients qui ont mal au dos ont besoin d'avoir cette stabilité au niveau de la colonne vertébrale et des charnières. On dit souvent que de toute façon, en général, quand on va le dire qu'ils mettent souvent une ceinture lombaire, le but c'est de cette ceinture-là la remplacer grâce à ces abdominaux profonds, un peu transverses, avoir le caisson abdominal donc, antérieur, postérieur avec les spinaux et au-dessus du diaphragme, en dessous du périnée, qui fasse le même rôle que la ceinture lombaire et que ce soit une ceinture lombaire finalement anatomique. Et c'est l'objectif de la rééducation, de leur apprendre à utiliser ces bons muscles-là au bon moment pour qu'ils aident à être stabilisés et à avoir moins mal au quotidien. Donc là, notre travail de gainage, encore une fois dynamique pour se rapprocher des gestes du quotidien. On demande à la patiente à 4 pattes, on va à la fois avoir un travail avec un travail de maintien de la posture au niveau du rachis, avec des déstabilisations membres inférieurs, déstabilisation au niveau des membres inférieurs et du membre supérieur, avec encore une fois un travail de mobilisation en extension, flexion, avec un travail de statique, si possible, au niveau du rachis. Là, c'est pour ça que je vous demande de bien stabiliser son tronc, avec un travail encore une fois de co-contraction, poutre composite, des abdominaux, des muscles du rachis et des fessiers. Ensuite, on a vu notamment le gainage dynamique en intérieur, où le patient va devoir tenir une position de planche antérieure, qu'elle tient très très bien, avec un bon gainage et une bonne proprioception. Et ici, on a beaucoup d'exercices. Elle était très kinésiophone, finalement, qui était très efficace sur des exercices, donc beaucoup aussi de réassurance au quotidien. Donc ça c'est juste pour l'anecdote, c'est la première patiente que Olivier Miron m'a adressée il y a 3 ans, donc elle a beaucoup progressé. Et malheureusement, elle est encore assez kinésiophone, mais elle fait des exercices qui sont quand même assez difficiles, avec un gainage qui tient plutôt bien, et notamment avec des déstabilisations des membres inférieurs ou des membres supérieurs. Ça, c'est un exercice qui est très difficile. Et qu'elle tient très bien. Donc, franchement, voilà. Alors, ensuite, on va au niveau du rachis dorsal et même au niveau des omoplates, bon, pas très bien que la vidéo je le fasse, mais travailler vraiment des muscles fixateurs des omoplates pour aider justement à avoir un meilleur gainage des ceintures scapulaires, ainsi qu'aussi des muscles de la poids rotateur. Donc ça, pour éviter éventuellement tout ce qui va être hyperlaxité au niveau de la gléno-humérale, et ainsi qu'un travail de muscles d'omoplate. On demande à la patiente, avec un élastique, de se grandir, renforcer les muscles des omoplates en resserrant le dos, et en venant chercher avec l'élastique à tirer.
Donc oui, ça c'est important parce que, comme on vous l'a indiqué, hein, les différents segments du rachis sont atteints. Donc il ne s'agit pas juste de travailler le rachis lombaire. Là, il faut aussi travailler le rachis cervico-thoracique parce que les patients peuvent avoir une scoliose, ils peuvent avoir une hypocyphose aussi. Ils ont besoin d'avoir de bons stabilisateurs aussi de la colonne thoracique. Donc là, encore une fois, cette patiente-là, c'est une patiente qui a forcément une lordose dorsale, donc on peut travailler dans cette zone-là, mais Non, si inversement, elle était en lordose dorsale, on aurait pu chercher, pourquoi pas, plutôt l'enroulement et redonner la mobilité on va dire normale du rachis. Donc là, on a fait le gainage antérieur, en instruction, on fait le gainage latéral, donc statique, pour travailler à la fois tout ce qui va être carré des longs, donc les muscles latéraux pour offrir encore un caisson abdominal antéro-postérieur, mais aussi latéral du rachis, et qu'encore une fois, jusqu'ici, du gainage dynamique, hein, avec des stabilisations, on travaille des obliques, travaille du carré des lombes. Là, on voyait que la personne était quand même un peu moins à l'aise. Et puis, donc le travail essentiellement pour les lombalgiques, c'est le travail postérieur, le travail des spinaux. On travaille à la fois ici toute la chaîne postérieure des membres inférieurs, notamment les fessiers, on voit très bien. Et toute la chaîne, on voit, même à on voit quand même les petites bosses avec la souris, où ces muscles du dos se contractent pour à la fois avoir un travail de stabilisation postérieure et d'amélioration de l'endurance du rachis au niveau des muscles érecteurs du rachis. C'est le dernier exercice qu'on avait fait ensemble. On va travailler à la fois l'équilibre, la proprioception de la cheville et du rachis. Donc là, en exercice, on demande à la patiente, en étant appuyé sur une seule jambe, le genou légèrement plié, de venir se pencher en avant, le dos droit. On demande également à la patiente de basculer sa jambe en arrière, faire un petit peu effet de balance, pour venir se pencher en avant, ramasser des objets de manière assez légère, pour aussi rassurer la patiente de fait qu'elle puisse se pencher en avant, même si c'est le dos droit, c'est très bien, son dos est capable de se pencher en avant malgré les douleurs qu'elle peut avoir. Donc on va faire un travail de contraction, de gainage notamment, on peut se pencher en avant, ramasser des objets, même avec la jambe tendue. C'est un exercice qui est intéressant aussi en cas de laxité pour faire travailler la proprioception des membres inférieurs. C'est assez complet pour la cheville, notamment le genou, les hanches, assez complet. Pratiquer des activités physiques de loisirs, notamment malgré le fait que vous passez votre éducation à côté. Est-ce que vous avez réussi à intégrer, continuer à faire des activités physiques de loisirs, du sport, loisirs ou... Je fais de la natation. Très bien. Dans un club. Si jamais vous avez l'idée de faire de la natation, que vous n'aimeriez pas ça, vous n'aurez jamais fait pour le... Par contre, si je vous dis, par exemple, c'est pas fait du yoga alors que vous n'aimez pas ça, est-ce que vous en aurez vraiment fait? Ça aurait été un loisir ou au contraire vraiment de faire de la piscine? Parce que c'est un loisir de faire de la piscine. Ça permet de continuer à en faire. Si je vois un bénéfice sur mes douleurs, je le ferai. C'est comme la rééducation. C'est pas que j'adore faire 1h30 par jour, mais quand je vois que ça réduit mes douleurs, ça me motive quand même. Donc là, on voit vraiment que la patiente, elle a réussi à trouver un sport loisir qu'elle faisait déjà auparavant, qui lui fait à la fois du bien, mais aussi que ces exercices qu'on a pu lui proposer, c'est pas forcément, c'est sûr que la rééducation, c'est un fardeau qu'on a pu voir. Donc, le but, c'est de trouver des exercices qui lui fassent à la fois du bien pour qu'elle puisse les faire, qu'elle garde sa motivation à garder ces exercices, et d'associer, si possible, le plus possible, à un sport loisir qui lui fait autant de bien que la rééducation, pour qu'elle continue à garder sa motivation tout au long de l'exercice, pour que ce soit vraiment une activité qu'elle garde sur du long terme. Oui, ce que dit la patiente, c'est un levier très important pour nous, c'est l'auto-efficacité, ce sentiment que les patients, en suivant le traitement par eux-mêmes, ils se traitent. Donc l'auto-efficacité, c'est vraiment un des leviers à l'adhésion. Alors, comme on vient de vous le montrer, on peut faire des programmes de rééducation assez complets en kinésithérapie, pluridisciplinaire, mais finalement, est-ce qu'il y a aujourd'hui des preuves d'efficacité de la rééducation? Donc ça, c'est une recherche dans PubMed aujourd'hui, 119 publications lorsque on tape Marfan et réadaptation, rééducation, mais au final, seulement 2 essais cliniques. Donc, je ne peux pas vous dire que le niveau de preuve soit très élevé. Je vous montre, il y a un essai clinique sur la chirurgie de hanche, mais ça ne nous intéresse pas ici. Et un essai clinique quand même que je vous présente parce qu'il est publié dans une bonne revue. Alors, ce n'est pas à proprement parler de la rééducation, c'est du self-management. Et vous le voyez, 89 patients qui ont une maladie rare, dont 11 patients Marfan. Donc, ces patients-là ont eu soit des soins usuels, c'est-à-dire les soins tels que délivrés habituellement, et puis le deuxième groupe a eu les soins usuels, mais aussi des conseils par ses pairs. Ça, j'ai trouvé que c'était quand même une idée intéressante de pouvoir avoir des patients qui conseillent d'autres patients.
pendant 6 semaines. Et le critère de jugement principal, c'était l'acceptation de la maladie selon le score Illness Cognition Questionnaire à 6 mois. Et donc, pour le résultat principal, vous l'avez ici, en fait, les patients qui ont eu les conseils par leur père, en plus des soins usuels, ont une meilleure acceptation de la maladie et le critère de jugement était positif à 6 mois. Donc, vraisemblablement, la contribution des conseils par d'autres patients peut améliorer ce critère-là, même si ce n'est pas complètement de la rééducation, mais ça peut s'intégrer dans des prises en charge en réadaptation. D'autres critères étaient améliorés et peuvent peut-être expliquer le résultat, les stratégies de coping, le soutien social ou la qualité de vie mentale. Alors, dernier point qu'on abordera, c'est un point qui est crucial aujourd'hui quand on conçoit des programmes de rééducation, c'est le fardeau. Le fardeau du traitement ou le fardeau à se traiter, c'est un concept assez récent, c'est-à-dire que non seulement les patients qui ont des maladies chroniques et a fortiori des maladies rares ont le fardeau de leur maladie, mais parfois les prescriptions qu'on peut leur faire rajoutent encore un fardeau de plus. Et ça conduit de plus en plus les médecins, évidemment, les soignants, à chercher à réduire ce fardeau pour qu'il soit plus acceptable. Le fardeau de la rééducation, il est considérable. Nous avons développé dans notre équipe un questionnaire qui vise justement à évaluer le fardeau de faire des exercices. Il comporte 10 items et on le voit bien, les items qui reviennent, c'est que faire des exercices, ça fait mal, ça fatigue, c'est ennuyeux, ça prend du temps, etc. Et quand on utilise ce questionnaire et qu'on le fait passer à des patients qui ont des maladies systémiques ou rares, on voit que le fardeau, il est maximal pour ces maladies-là. 0, c'est qu'il n'y a pas de fardeau. 100, c'est qu'il y a beaucoup de fardeau. Donc, clairement, c'est l'une des barrières qui nous empêche parfois de pouvoir bien traiter les patients par la rééducation. Et le fardeau aussi pour les maladies ostéo-articulaires est élevé. Ce fardeau, il est d'autant plus ennuyeux qu'il impacte l'adhésion des patients. Donc souvent, quand les patients ont une phase supervisée à leur rééducation, ils commencent en étant tout à fait adhérents à la prescription. Donc vous avez 2 trajectoires ici où le patient commence en étant tout à fait adhérent. Mais ce qu'on observe, c'est 2 trajectoires de déclin, soit un déclin lent, soit un déclin très rapide. Et tout ceci se passe entre 12 et 22 semaines. Donc, on prescrit la rééducation, les gens la font et puis ils arrêtent. Il y a aussi une troisième catégorie de patients pour lesquels c'est beaucoup plus difficile de trouver des leviers. C'est ceux qui n'adhèrent d'emblée pas à la prescription d'exercice. Donc, pour le moment, c'est difficile parce que probablement il y a un contexte un peu moins favorable et des barrières qui sont très fortes à l'exercice au-delà juste de la maladie ou de la motivation. Alors, quelles sont les solutions du futur, en tout cas celles auxquelles nous réfléchissons pour essayer de réduire ce fardeau du traitement par les exercices? Eh bien, nos programmes, par exemple, de rééducation dans notre équipe ont énormément évolué. Ce qu'on faisait, par exemple, il y a 10 ou encore 15 ans, c'était des programmes très lourds, que ce soit dans la lombalgie ou dans les maladies systémiques, avec quasiment 3 séances par semaine sur 4 semaines, donc 12 séances au total, et puis ensuite plus rien, si bien que les patients nous disaient on se sent abandonné. Et qui se sent abandonné ne poursuit pas forcément l'engagement dans le traitement par l'exercice. Donc aujourd'hui, on a beaucoup modifié nos programmes. On est passé sur des prises en charge beaucoup plus, je dirais, plus flexibles, plus courtes. 5 séances au maximum en hôpital de jour, mais un relais beaucoup plus puissant vers l'ambulatoire sous forme d'autoprogramme, parfois d'accompagnement avec un kinésithérapeute libéral. On n'hésite pas à faire des sessions de rappel en hôpital de jour et on s'appuie aussi maintenant sur les technologies numériques, télésoins ou outils de coaching numérique qui nous permettent de garder ce contact et de vraiment appuyer ce relais en ambulatoire parce que le but au final, et Romain vous l'a dit, c'est d'accompagner le patient vers l'auto-soin et le changement pérenne de comportement. On n'a pas de doute, même si on n'a pas de preuve, que les exercices et l'activité physique sont utiles pour réduire les douleurs
et améliorer la forme physique des patients, mais encore faut-il qu'ils puissent le faire sur le long terme. Donc, pour conclure cette présentation, 3 messages. Le premier, c'est que finalement, comme dans toutes les maladies rares, la première partie, c'est de mieux comprendre les patients. Et la participation active des patients à la recherche, comme dans Compare, nous permet de comprendre les priorités et ça nous aide à concevoir des programmes de rééducation et d'activité physique bien adaptés à ces priorités et non pas traiter tout un catalogue de déficiences musculo-squelettiques dont certaines ne sont peut-être pas autant prioritaires. Le deuxième point, c'est que pour ce qui est des douleurs musculo-squelettiques et rachidiennes, le message, c'est que c'est vraiment la rééducation, l'activité physique, les traitements physiques qui sont les pierres angulaires du traitement. Ils sont à débuter précocement, on l'a vu, à la fois en vue de la prévention secondaire et tertiaire des complications locales, mais aussi du retentissement fonctionnel. Il faut les personnaliser en fonction des priorités de chaque patient. On ne propose jamais de programme à taille unique pour une maladie donnée, ça n'existe pas. Et les médicaments, alors oui, je n'en ai pas parlé dans la prise en charge des douleurs musculo-squelettiques ou du rachis, parce que pour nous, ils peuvent être utiles, mais de manière ponctuelle et ou en appoint du traitement de fond par l'exercice. Enfin, le troisième message, c'est qu'il y a encore beaucoup de challenges. Je vous ai montré la littérature. Il n'y a pas aujourd'hui de preuves scientifiques définitives de l'efficacité de la rééducation et de l'activité physique dans les maladies rares. Ça, c'est pour la partie scientifique. Et pour la partie clinique, on cherche toujours à réduire ce fardeau du traitement pour que les patients puissent y adhérer de manière pérenne. Donc, on vous remercie pour votre attention. Merci à vous. Merci beaucoup à vous deux pour vos présentations. On a déjà reçu des questions sur le chat. La première était que veut dire lombalgie impulsive? Alors, lombalgie impulsive, ce sont des douleurs lombaires qui augmente lorsque le patient fait des efforts de poussée abdominale. Alors, c'est par exemple au moment de l'éternuement, de la toux ou de la défécation. Donc ça témoigne souvent d'une mise en tension en fait du sac dural et ça aggrave, ces circonstances-là aggravent les douleurs lombaires. La deuxième question, c'était sur les exercices que vous avez montrés. Est-ce que ce sont des exercices que l'on peut faire lorsqu'on a une scoliose opérée avec une tige? Y a-t-il des bénéfices? Pour la scoliose avec une opérée, donc forcément le rachis sera arthrodésé, sera bloqué, il n'y a aucun souci pour le faire. Sachant qu'on travaillera forcément, du coup, les amplitudes seront plus limitées par l'arthrodèse. Il n'y a aucune contre-indication à faire ce genre d'exercice-là. Bien sûr, après, il faudra le faire encadrer par un professionnel de santé pour adapter l'exercice aux capacités de chacun. Donc, il n'y a pas de souci, pas de contre-indication. Il faut juste être capable de faire cet exercice-là. Si c'est trop difficile, adapter un cran en dessous. Si c'est trop facile, un cran au-dessus. Ça, il faudra l'adapter avec un professionnel de santé, que ce soit un professionnel d'activité physique adaptée ou un kinésithérapeute en cabinet ou en centre d'éducation. L'arthrodèse rachidienne ne contre-indique pas les exercices, simplement, du fait de l'arthrodèse, le patient aura des mobilités plus restreintes du rachis. Il ne pourra pas aller autant dans les amplitudes qu'un autre patient. J'ai également une question. Est-ce que le gainage n'est pas contre-indiqué vis-à-vis de l'atteinte aortique? Encore une fois, en général, le problème, c'est qu'il y a une question de… Forcément, il faudra calculer le bénéfice-risque. L'activité physique permettra également aussi de diminuer l'impact cardiaque des efforts. Si on réduit son corps, notamment de l'endurance, notamment cardiaque, bien sûr modérée, contrôlée, notamment avec la cardiologue, on va permettre d'améliorer la capacité du cœur, donc du coup, pour un travail donné, équivalent, avoir un travail du cœur moins contraignant que chez quelqu'un qui est sédentaire. Donc forcément, si on arrive à doser, on permettra de diminuer l'impact du travail cardio sur la charge aortique. Bien sûr, à contrôler avec l'avis du cardiologue. On nous demande, est-ce qu'il existe également des exercices pour soulager les douleurs des épaules et des cervicales?
Oui, bien sûr. Après, là-dessus, on s'est focalisé surtout sur la partie lombaire, parce que notre patiente avait une particularité de douleur lombaire. Après, il existe pareil encore un panel d'exercices qu'il faudra bien sûr adapter en fonction du bilan médical et paramédical qu'on aura fait le jour d'entrée avec le patient, voir quels sont les exercices les plus adaptés, qui soient faisables, acceptables et du coup avec suffisamment de motivation pour continuer à les réaliser de manière pérenne, efficace avec de la motivation. Et par exemple également de soulager la douleur, avec toujours le même objectif de maintien de mobilité et de stabilité à la fois des épaules et du rachis. Oui, alors un peu comme pour le rachis, hein, dès lors qu'on a une douleur musculo-squelettique, le premier temps, c'est l'enquête anatomique. C'est pas parce que voilà, on a une douleur d'épaule que c'est pas forcément lié au Marfan en fait. Alors il y a des douleurs d'épaule qui sont liées à l'hyperlaxité, on est dans des amplitudes qui sont au-delà de ce qui est physiologique, mais il y a aussi toutes les pathologies banales de l'épaule qui peuvent apparaître au cours de la vie, qui sont tellement fréquentes qu'il n'est pas surprenant d'avoir à la fois une pathologie banale de l'appareil locomoteur et une pathologie spécifique. Donc, tout le début, c'est vraiment le diagnostic médical et paramédical pour pouvoir ensuite adapter les exercices en fonction du diagnostic. On ne va pas traiter l'arthrose de l'épaule douloureuse de la même manière que la tendinopathie de la coiffe douloureuse. Ce n'est pas du tout les mêmes exercices. Donc, c'est très difficile de vous dire il faut faire tels exercices quand on a une douleur de l'épaule, en fait, sans diagnostic. Il n'y a pas de rééducation en taille unique, ça dépend vraiment du bilan d'entrée par rapport à vous. Bien sûr, on prend votre contexte de douleur, mais par rapport à votre situation personnelle, c'est important, c'est de faire votre bilan de douleur, mais aussi votre environnement personnel, familial, de travail, etc., pour intégrer les exercices le plus personnalisé possible dans votre prise en charge, pour que ce soit faisable et adapté pour le maintien au quotidien et sur du long terme. On me demande combien de temps faut-il tous les jours pour que les exercices soient efficaces? Il n'y a pas de durée, ça dépend vraiment de vous, de votre capacité, de votre quotidien, de votre emploi du temps. En général, si vous faites déjà 10 minutes par jour, c'est largement suffisant si vous faites ça assez régulièrement. Il vaut mieux faire 10 minutes par jour qu'une fois 1 heure dans la semaine. Il vaut mieux être régulier, une petite dose, mais régulier, que de faire une fois se prendre un coup et de ne pas réussir à se faire régulièrement. Il faut que ce soit acceptable. Ça, c'est un message assez important parce que, en fait, autant, je dirais, la partie réadaptation cardiaque, il y a un effet dose, autant pour la partie douleur musculo-squelettique, c'est très difficile de dire j'en fais plus, je vais mieux, en fait. Ce qu'on sait de manière certaine, c'est que je fais des exercices, c'est mieux que je n'en fais pas du tout, en fait. Mais par contre, dire que quand on en fait plus, on a moins de douleur, toujours à balancer par rapport au fardeau. Donc, les études qui comparent, par exemple, des programmes de rééducation d'intensité plus élevée à des programmes de rééducation d'intensité plus faible ne montrent pas de supériorité sur les douleurs musculo-squelettiques dans d'autres pathologies de l'appareil locomoteur. Voilà. Donc, il n'y a pas vraiment d'effet dose quand les symptômes, c'est les douleurs. Tant que vous bougez, c'est bon, il faut juste l'adapter à votre personnalité, à votre quotidien. Mais la régularité, ça, c'est quand même une règle. Ça veut dire que faire les exercices une fois par semaine, non, ça ne suffit pas. Et ne faire que la marche et que les étirements, ça ne suffit pas non plus. Même si c'est les plus faciles la plupart du temps. On va justement poser une question ensuite sur les étirements. Est-ce qu'ils peuvent avoir un impact positif sur les douleurs sciatiques? Bien sûr, après, il faudra encore une fois le doser et voir lesquels sont les plus efficaces pour certains patients. Alors, savoir que la sciatique, c'est vraiment une pathologie neurologique. On aura notamment des mobilisations nerveuses qu'on peut intégrer, notamment une mobilité de lombaire pour justement soulager un petit peu les inflammations qu'on peut avoir dans le bas du dos et décharger un petit peu le nerf sciatique. Après, il y a l'étirement, il y a aussi le travail de mobilité, aussi le travail de renforcement musculaire qui va être important. Il n'y aura pas qu'une seule zone de travail musculaire. Il faut vraiment associer l'équilibre du corps comme pour l'alimentation. Il faut être équilibré, il faut être suffisamment souple, mobile, mais aussi stable pour que le corps aille globalement dans les meilleures conditions. Encore une fois, il faut vraiment, avec l'appui de votre professionnel de santé, qui vous guidera au mieux, en fonction de chacun, les meilleurs exercices appropriés pour que vous alliez le mieux, le plus vite possible, le plus longtemps possible. D'accord. Quelle est la prise en charge recommandée pour une extasie symptomatique? Symptomatique? Oui. Alors, c'est un peu compliqué, en fait. Alors,
la prise en charge, comme je vous l'ai dit, les symptômes souvent associés à l'ectasie durale, c'est à la fois les céphalées et la lombalgie. Et en fait, la céphalée, elle est plutôt liée à l'hypopression, alors que la lombalgie, elle est plutôt liée à l'hyperpression. Donc, trouver un traitement qui est finalement deux effets, enfin, ces effets antagonistes, c'est difficile. Alors, nous, ce qu'on fait dans le service, quand même, quand on a l'impression que la lombalgie par hyperpression prédomine, mais encore une fois, je parle de manière tout à fait empirique, hors preuve scientifique, on essaye des diurétiques. Voilà, le diurétique qu'on utilise, c'est le Diamox. Pourquoi le Diamox? Parce que dans les hypertensions intracrâniennes idiopathiques, le Diamox, dans un essai de très haut niveau, a montré un effet symptomatique sur les symptômes liés à l'hyperpression intracrânienne, mais aussi voilà, une récupération du champ visuel. C'est un peu par analogie, mais à ce jour, il n'y a pas de preuve. Il y a des patients qui répondent lorsque voilà, les symptômes sont vraiment liés à l'ectasie du sac dural, et puis d'autres, probablement parce qu'ils ont aussi des lombalgies d'autres origines associées, ne répondent pas bien. Et puis à une époque aussi, à visée de tests diagnostiques, mais à ma connaissance, on n'en fait plus. On faisait des ponctions lombaires évacuatrices à visée de tests diagnostiques pour voir si l'ectasie durale était bien responsable des symptômes lombaires. Donc, on retire du LCR, du liquide céphalorachidien, si le patient a moins mal au dos, on considère que c'est bien cette hyperpression du liquide céphalorachidien qui est responsable des douleurs lombaires. Mais on ne le fait plus. Alors à ce propos, on me demande comment est-ce qu'on peut avoir à la fois une hypertension et une hypotension en même temps. Alors, ce que je disais, c'est céphalique, ça veut dire au niveau du crâne, vous avez plutôt une baisse de pression du LCR. On peut même avoir des patients qui font des décollements méningés parce que par l'orthostatisme, par la gravité, on a plutôt une accumulation du LCR au niveau du sac dural et probablement aussi un défaut de circulation du LCR. Donc, par la gravité, tout simplement. Pression en haut, hyperpression en bas. Et toujours sur l'ectasie durale, est-ce qu'elle peut être responsable d'une sciatique? Alors, oui, elle peut être responsable d'une sciatique. Alors, dans ces situations-là, on considère en fait qu'il y a comme une sorte de conflit entre le contenu et le contenant, c'est-à-dire le contenu, les racines sont à l'intérieur du sac dural, mais du fait de l'hyperpression, vraiment le contenant, hein, enfin le sac dural, peut contraindre, comprimer la racine sciatique et du coup, on peut avoir des radiculagis. Mais ce qui est surprenant, que ce soit dans la littérature ou même dans la petite étude que je vous ai montrée, comparative entre ectasie durale et enfin, patients ayant une ectasie durale et patients n'en ayant pas, les radiculagies ne ressortent pas comme un symptôme très prédominant ou plus fréquent chez les patients ayant une ectasie du sac dural. Pareil, la rééducation sera globalement la même, ectasie durale ou pas, ou lomboradiculalgie classique, ce sera globalement la même rééducation, malgré la cause. Alors, ce qui change peut-être quand il y a une radiculalgie, c'est qu'on peut faire des infiltrations rachidiennes, des infiltrations de corticoïdes en épidural autour du sac dural. Une autre question qu'on a reçue, quels sont les apports de la rééducation sur la dypnée? La dyspnée, c'est vraiment souvent des essoufflements essentiellement cardio-respiratoires. Encore une fois, le problème, c'est qu'on a souvent tendance à vous dire de ne pas faire de sport en étant jeune par rapport au risque d'un anévrisme aortique ou autre. Forcément, en ne faisant pas de sport, d'activité physique, on se déconditionne. Donc, pour un effort donné, quelqu'un qui est en condition physique normale ou assez haute condition physique sera beaucoup moins fatigable, beaucoup moins essoufflé que quelqu'un qui est déconditionné. Notre objectif, ce sera de vraiment vous remettre en condition physique, à la fois améliorer vos capacités musculaires, donc les muscles demanderont moins d'apport de carburant, notamment l'oxygène, et du coup, seront moins fatigables pour un effort donné. Et pareil, on peut travailler aussi à la fois les poumons et le cœur, les rendre plus résistants à l'effort. Donc, ils demanderont moins d'efforts, ils seront plus performants pour le même effort donné. Donc, forcément, un cœur plus fort, des muscles moins demandeurs de carburant, d'oxygène.
Ce qui fait qu'à un effort donné, vous aurez moins de sensation de fatigue car vous serez plus résistant à cet effort-là. Donc forcément, si on vous aide un petit peu à vous améliorer en conditions physiques déjà générales par du sport loisir adapté par de la rééducation, vous allez avoir une meilleure condition et donc moins d'essoufflement, moins de dyspnée à l'effort. Une autre question qu'on a reçue, puisque vous avez parlé de natation tout à l'heure, est-ce que le vélo est bénéfique? Natation, est-ce que c'est la patiente qui faisait de la natation parce qu'elle, elle aimait ça? La question au moment que je vais poser lors de l'interview, c'est est-ce que si on lui disait de faire la natation parce que c'était bon pour elle et qu'elle n'aimait pas ça, est-ce qu'elle le ferait vraiment? Elle nous a dit que oui, parce que ça lui ferait elle voit que ça lui fait du bien. Mais n'importe quel sport, notamment le vélo, c'est très intéressant. C'est un vélo qui est un sport qui n'est pas très contraignant, qui vous fait faire le travail cardio-respiratoire, bien sûr, encore une fois, s'il y a des problèmes cardiaques. D'abord, profitez-en pour avoir l'avis de votre cardiologue pour être dans les conditions optimales. Il n'y a pas de contre-indication à faire du vélo. Au contraire, ça va vous aider justement à avoir un meilleur effort cardio-respiratoire avec moins de difficultés. Donc, c'est vraiment le sport qui vous fait le plus plaisir. Franchement, que ce soit du vélo, que ce soit de la marche, que ce soit du n'importe quel sport. Après, bien sûr, on va vous déconseiller les sports de contact ou les dus forcément un petit peu aux symptômes de la maladie de Marfan par rapport à l'hyperlaxité, entre autres. Mais faites des sports de manière assez physique, de manière douce, sans choc. Il n'y aura pas de souci pour ça. Aucun sport ne sera déconseillé à ce niveau-là, du moment où vous allez progressivement en fonction de vos conditions. On me demande également quels sont les traitements médicamenteux possibles et existe-t-il des solutions locales de type patch? Bon, si c'est pour le rachis ou c'est pour autre chose? En tout cas, pour le rachis, non, les patchs, c'est un peu… Si on considère que les douleurs rachidiennes ont une origine vraiment ostéo-articulaire, il n'y a pas de patch dont le principe actif puisse atteindre, enfin, patch application cutanée puisse atteindre les structures responsables des douleurs. Non, on n'utilise pas de patch pour les douleurs rachidiennes. Après, je sais que c'est très prescrit, mais voilà, ça n'a pas de matériel possible. Et est-ce que les anti-inflammatoires peuvent être prescrits pour les douleurs dues à une extasie durale? Alors, comme je l'indiquais, hein, les anti-inflammatoires, bon, on se méfie toujours chez les patients Marfan avec l'atteinte vasculaire. Néanmoins, comme je l'indiquais, les traitements médicamenteux, ils sont utiles de manière ponctuelle si vraiment il y a des épisodes aigus de douleur. Après, s'il s'agit de douleurs chroniques, c'est-à-dire quotidiennes avec un fond douloureux qui est un peu permanent, pas très intense, vraiment le rapport bénéfice-risque des anti-inflammatoires non stéroïdiens est très défavorable au long cours. Donc, par contre, le rapport bénéfice-risque des exercices est excellent. Voilà, on a quand même beaucoup moins d'effets indésirables. Mais ça nécessite un peu plus de temps que de prendre juste l'anti-inflammatoire, en effet. Moi, pour la douleur chronique, je recommande les exercices, pas les anti-inflammatoires. Et vraiment de manière ponctuelle, j'ai une douleur un peu plus vive, oui, je peux prendre un antalgique, commençant par le plus simple et le moins toxique. Une dernière question, parce qu'on a dépassé l'heure déjà. Est-ce qu'un corset peut être une solution pour la posture à l'âge adulte? Alors, pour la posture à l'âge adulte, il y a plusieurs questions là. En fait, aussi, on parle de scoliose ou de déformation de la colonne vertébrale. Chez l'adolescent, le corset, il est formellement indiqué si on voit une déformation très rapide. Et je vous l'ai dit, les scolioses du Marfan, elles peuvent s'aggraver de 19 degrés chez l'enfant par an, ce qui est considérable, ou de 6 degrés par an chez l'adolescent, ce qui est considérable. Donc le corset, dans cette indication, c'est pas utile, c'est obligatoire. Chez l'adulte, la déformation, il y a une période de stabilisation et puis la colonne vertébrale vieillit et puis continue de se déformer, mais à une vitesse qui est relative au vieillissement. Si cette vitesse de déformation est plus rapide que celle attendue, c'est une indication au corset.
Si la déformation est douloureuse, ça peut être une indication au corset. Donc, c'est deux objectifs un peu différents. Soit l'objectif, c'est de ralentir une déformation qui va plus vite que l'histoire naturelle ne le voudrait, soit de calmer les douleurs. Voilà. Et troisième indication, c'est lorsque la déformation est telle que le patient a ce qu'on appelle un déséquilibre rachidien, c'est-à-dire qu'il commence à pencher vers l'avant ou pencher sur un côté. Là aussi, c'est une indication, un corset. Mais si vous n'avez aucun de ces symptômes-là, c'est-à-dire ni douleur, ni évolutivité, ni déséquilibre, on ne prescrit pas de... Enfin, il n'y a pas d'indication, un corset. D'accord, bah, merci beaucoup pour votre présentation et pour vos réponses aux questions. Merci à vous. Merci à vous. Bonne Bonne soirée. Et oui, merci à tous les participants et bonne soirée à tous. Bon, bah, c'est bon. On peut se déconnecter, Oui, Julie. oui, oui. Bon, ben, nous, on Merci à vous. fait la présentation, hein, si vous voulez. Je ne sais pas si vous la partagez sur votre site. Alors, généralement, je les mets en replay, Ah, d'accord, vous voulez. si ça vous va, bien sûr. Aucun Pas de problème. souci. Bon, ben, merci à vous. Merci. Bonne soirée. Bon, il y avait une trentaine de personnes connectées.